J'ai souffert. Beaucoup. Bien trop. Des années de harcèlement scolaire, depuis la maternelle. J'étais celle qui avait de gros cheveux bouclés, couleur café au lait, qui avait une maman blonde aux yeux bleus, mais pas de papa. J'étais celle qui avait une sensibilité totalement dépourvue de sens aux yeux des autres. Au fil des années, je suis restée celle que j'étais. Le harcèlement a continué, même au travail. Puis les blessures et les traumatismes n'ont cessé de se greffer à mon corps, à mon être. Bonjour Géraldine. Bienvenue sur ce podcast Balance ton héroïne et Merci beaucoup. merci d'avoir accepté cette interview. Pour le contexte, c'est vrai que nous, c'est une connexion Instagram. Oui. Et que j'ai découvert grâce à mon profil Balance ton héroïne, que j'ai créé il y a peu, ton profil, l'ultra sensible. Et je peux dire que j'ai été très, très, très touchée, notamment par une vidéo que nous avons entendue en introduction de ce podcast. Et c'est pour ça que j'ai souhaité que tu puisses nous partager aujourd'hui ton parcours de vie. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te présenter. Très bien. Alors, je m'appelle Aneka, j'ai 30 ans et je suis maman à plein temps d'un petit garçon de 3 ans et d'une petite fille de 14 mois. Aujourd'hui, toutes les deux, on va parler ensemble de la thématique de l'ultrasensibilité. Et j'aimerais en fait que tu nous dises qu'est-ce que représente dans ta vie l'ultrasensibilité. Très bien. Alors, pour commencer, le terme ultra sensible, je me suis définie comme telle, non pas parce que j'ai lu des documents ou des articles à ce sujet, c'est parce qu'en fait, depuis toute petite, j'emploie énormément ce terme d'ultra pour définir des sentiments. Par exemple, souvent, j'avais à peu près 8-10 ans, enfin, je disais toujours que j'étais ultra heureuse, ultra triste. Et puis, on avait toujours cette tendance à me demander pourquoi je réagissais de telle façon, pourquoi j'étais si excessive. Et un jour, en sanglots, j'ai répondu, mais je suis simplement ultra sensible, j'y peux rien. Et en fait, c'était sans savoir que ce terme-là allait vraiment me coller à la peau et qu'il avait une réelle définition. Alors, au fil des années, moi, j'ai toujours gardé ça dans un coin de ma tête sans savoir que j'étais finalement réellement ultra sensible. Mais j'avais cette conscience déjà que ma sensibilité était telle qu'elle ne pouvait pas juste être, elle n'est pas simplement exacerbée, elle est extrême, mais c'est pas négatif, c'est simplement que je ressens les choses, de façon transcendante. Je peux m'émerveiller pour la pluie qui tombe, le vent qui souffle, je suis vraiment, émerveillée par ça. Je pourrais même en pleurer parfois. Est-ce que lorsqu'on est ultra sensible, on se sent différent ou différente? Complètement. Au départ, on a l'impression qu'on est complètement, je dirais normal parce qu'on se dit que les gens pensent de la même façon que nous et en étant enfant, on n'a pas cette vision de, l'autre est différent, n'a pas la même sensibilité. Je le ressentais, mais c'est vrai que, on sent très vite qu'on est complètement en décalage, qu'il y a un vrai fossé entre nous et que notre, perception des choses est différente même en tant qu'enfant. Pour moi, un enfant, voilà, on avait tous le même émerveillement, face aux choses. On était tous, passionnés par les mêmes choses et ne voyant pas finalement les étoiles dans leurs yeux que moi je pouvais avoir, j'ai compris que j'ai cru comprendre que j'avais un souci parce qu'on me le faisait comprendre de cette façon. Quelle était en fait, la perception de ton entourage et les retours en fait qu'ils te faisaient par rapport à cette ultrasensibilité? Alors c'était de l'incompréhension par moments, et surtout, alors de la bienveillance de la part de ma maman,
j'étais sa petite fille, donc elle essayait vraiment de comprendre pourquoi j'étais si touchée par les choses et de la compréhension de la part de mon frère et de ma sœur, parce que pour eux, j'étais une enfant très capricieuse, très difficile, très, très susceptible aussi. Ça, c'était vraiment un retour que j'avais systématiquement, alors que je devais avoir 3 4 ans. Et c'était quelque chose qui était fiché sur mon front. Aneka est difficile, Aneka est terrible, Aneka n'écoute rien. On avait toujours ce ressenti vis-à-vis de moi et ça me collait vraiment à la peau. Si bien que je croyais que j'étais vraiment comme ça et j'essayais d'être autrement pour ne pas déranger, pour être la Aneka qu'on attend d'être en fait finalement et ça pouvait s'apparenter à n'importe quelle situation. C'était toujours Aneka t'exagères, Aneka t'en fais trop, alors que j'étais juste moi et je comprenais absolument pas pourquoi on n'arrivait pas à comprendre que j'étais moi, tout simplement. Être soi, c'est un grand sujet d'actualité dans notre société aujourd'hui. Toi, tu arrives en milieu scolaire et qu'est-ce qui va se passer pour toi durant ta scolarité? Alors, ça a commencé en maternelle, je me sentais déjà très à l'écart. En arrivant à l'école, j'étais absolument regardée de toutes parts. J'avais les yeux rivés sur moi sans arrêt et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis avec d'autres enfants que je n'ai pas choisis? Pourquoi je suis pas dans un environnement? Pourquoi je suis pas dans la nature comme j'ai l'habitude d'être? Pourquoi je dois me retrouver dans une salle de classe enfermée avec d'autres personnes? Enfin, je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Moi qui avais l'habitude de rester avec ma maman, j'adore l'école, j'adorais apprendre, j'adorais découvrir, mais l'environnement dans lequel j'évoluais, en fait, ne me convenait pas. Est-ce que cet environnement te mettait en insécurité? C'est vraiment de l'insécurité, un malaise très profond. En fait, je ressentais déjà ce que les élèves et la maîtresse se disaient de moi. J'avais l'impression d'avoir un miroir face à moi et j'avais le reflet de toutes leurs pensées finalement. Et ça me donnait comme des coups de poignard. J'étais complètement affaiblie, complètement désorientée, vraiment. J'avais l'impression qu'on me mettait des coups alors que personne ne me touchait, mais j'étais complètement mise à nu. Et eux étaient en armure. Eux, je ne pouvais pas les toucher. J'étais pas comme eux, en fait, j'étais complètement différente d'eux. Alors déjà, moi, je le comprenais parce que forcément, j'étais mate de peau, j'avais de gros cheveux bouclés. Et en face de moi, j'avais que des personnes type européen, avec des cheveux très longs, lisses, les yeux clairs. Voilà, et du coup, c'était ce rapport-là. On me faisait comprendre qui j'étais, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et j'avais aussi cette sensibilité qui me permettait de savoir avant même qu'on me le fasse comprendre Ok. avec des mots. Là, on parle de quel niveau scolaire? Je parle bien de la maternelle. J'avais 3 ans et demi à cette époque-là et ça m'a tellement, tellement traumatisée que je garde des souvenirs extrêmement précis. J'ai une mémoire extrêmement précise aussi de souvenirs qui datent même avant mes 3 ans. C'est fou parce que quand j'en parle, ça peut paraître insemblable. Enfin, on peut se dire, mais non, invraisemblable, pardon. Mais on peut se dire que elle imagine, elle extrapole. Et non, pas du tout. Et quand j'en parlais à ma maman à l'époque, elle me disait, mais c'est ça, c'est exactement ce qui se passait. Et j'ai vécu donc de la part du corps enseignant à cette époque, donc du harcèlement psychologique et physique, justement de par ma différence physique dans un premier temps, mais aussi par ma différence intellectuelle, je dirais, parce que je comprenais qu'on ne m'aimait pas. Donc je demandais pourquoi je gênais tant, pourquoi ma simple présence pouvait déranger. Et ça pouvait un petit peu troubler parce qu'une enfant de Hmm. 3 ans et demi, 4 ans qui pour eux, parce que c'est ce qu'on m'a dit, Aneka, enfin, c'est ce qu'on a dit à ma maman, Aneka, elle est insolente, simplement parce que je posais des questions. Pourquoi vous ne m'aimez pas? Pourquoi vous me mettez à l'écart? Pourquoi j'ai pas les mêmes droits que mes autres camarades? Enfin, c'était vraiment.
et ça les déstabilisait totalement. Donc, finalement, la seule réponse qu'ils avaient à apporter, c'était de me rejeter, de me montrer que j'étais pas du tout à ma place, quoi. Ensuite, tu as évolué dans ton parcours scolaire. Est-ce que au Mhm. fur et à mesure, au fil du temps, les choses se sont arrangées? Absolument pas. Ça s'est même empiré. Parce que moi, je prenais forcément plus d'assurance. Je comprenais aussi qui je devenais. J'avais conscience de ma maturité par rapport aux autres et je ne m'en cachais pas. C'était pas du tout une forme d'arrogance. Puis à cet âge-là, on n'a pas non plus ce recul. Enfin, on comprend pas forcément. Mais c'est vrai que j'étais fière de qui j'étais. J'ai jamais eu je me posais des questions, je me disais, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi on ne m'aime pas? Pourquoi? Parce que forcément, quand on nous met à l'écart, on a tendance à se dire, bon, bah, c'est moi le problème, évidemment. Je ne peux pas avoir toute une classe ou enfin, plusieurs camarades contre moi sans raison, sans que j'ai pu faire quelque chose. Donc, on se remet en question et dans la tête d'un enfant, c'est terrible parce qu'on se dit, bon, bah, je vais essayer de changer, il faut absolument qu'on m'aime. Je veux pas renier qui je suis, mais je vais essayer quand même pour voir si ça peut fonctionner. Et moi, c'est ce que j'ai tenté de faire. Donc, je me suis adaptée aux gens au fur et à mesure, plus qu'adaptée, parce que ça me mettait dans des états en rentrant à la maison où j'étais complètement terrassée, épuisée. En fait, je n'avais plus de force physique ni mentale. Je rentrais, je pleurais. Je pouvais passer des heures à pleurer sans savoir pourquoi, parce que pour moi, c'était devenu un mécanisme en fait d'adaptation face aux gens. Je devais m'adapter à qui j'avais en face de moi en m'oubliant. Je savais qui j'étais, mais quand je rentrais dans ce personnage de je vais à l'école, je dois me faire accepter par les autres, donc je dois être comme ça avec les autres. J'étais complètement différente et sombre finalement. On enlevait cette partie de moi qui était Lumineuse. voilà, extrêmement lumineuse et c'était dur parce que ça durait des heures et je devais faire semblant sans arrêt. Et c'est vrai que alors ça passait bien, c'était bien, la journée se passait, j'étais protégée entre guillemets par mon armure, par mon costume d'une autre personnalité. Donc je ne prenais plus ces coups de poignard comme j'avais pu avoir durant les précédentes années, mais j'étais pas moi-même, donc pas du tout. Et je devais faire semblant même à la maison parce que je devais faire croire à mes proches que tout allait bien à l'école parce que je ne voulais absolument pas qu'ils s'inquiètent. Et j'avais une maman enfin, c'est une maman lionne, quoi. Donc, je savais que s'il y avait le moindre souci, elle pouvait aller voir ma maîtresse et j'avais une honte absolue qu'elle puisse se déplacer et dire des choses à ma maîtresse qui me mettraient moi encore plus mal à l'aise et surtout qui me mettraient encore plus à l'écart. Ça, c'est très important ce que tu viens de dire. C'est important parce que je crois qu'il y a énormément d'enfants aussi traversent en fait ce que tu as vécu déjà. Complètement. Moi, j'ai envie juste de poser des mots sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire je mettais une parure à l'école pour me protéger, pour me sentir en sécurité et que d'essayer de complaire et qu'on m'aime et d'avoir Oui, l'amour des autres. Et en rentrant, je faisais comme si tout allait bien, alors que je rentrais épuisée, vidée de mon énergie d'avoir eu ce second rôle qui n'était pas le mien, d'avoir fait semblant, mais je rentrais comme si tout allait bien. Là, exactement. vraiment, je pense qu'il y a que s'il y a des mamans qui nous écoutent, qu'il y a énormément d'enfants qui traversent cela. C'est-à-dire, je ne veux pas inquiéter ma famille, je ne veux pas inquiéter ma maman, et je ne vais rien dire, mais je suis en grande souffrance intérieure. Donc Exactement. ça, c'est très important. Et j'aimerais que toutes les mamans qui nous écoutent prennent conscience de cela. Et en fait, ce qui est important, c'est la communication. Alors là, Tout je à donne fait. des clés dans ton récit, Annika, je fais une petite Oui, parenthèse, oui, mais oui. il est important de communiquer. Voilà. Souvent, en tant que parent, et moi je sais que j'ai fait cela avec mon fils, on va poser des questions, mais c'est des questions qu'on pose récurrentes, qu'on va poser tous les jours, et ça va être Exactement. tous les jours les mêmes. Alors en fait, l'enfant va adapter son discours aux questions qu'il sait
qu'on va lui poser. Exactement. Donc, est-ce que ça s'est bien passé à l'école? Est-ce que tu as eu des notes? Est-ce que tu as alors c'était quoi ces notes? Alors déjà ça, Mmh. mais on ne va pas rentrer dans le sujet, le fait de questionner tous les jours un enfant par rapport à ses notes, ça peut le perturber. Complètement. Mais le fait que l'enfant qui est mal à l'intérieur et qui joue un rôle à l'école connaisse déjà les questions qu'on va lui poser, peut jouer ce second rôle comme toi tu l'as fait aussi à la maison en disant: «Ça s'est bien Exactement. passé, tout va bien», Exact. avec le sourire alors qu'on est en grande souffrance intérieure. Donc ça, très important, je conseille à toutes les mamans de communiquer, mais d'avoir un vrai échange plus profond que ces questions superficielles qu'on, a l'habitude de poser tous les jours en tant que parents. Voilà. Complètement, et si je peux rebondir dessus, Géraldine, moi, la question que j'aurais aimé qu'on me pose, donc moi, je le fais avec mon fils, pour même sans qu'il aille à l'école encore, mais j'ai cette question, c'est: «Tu peux me raconter ta journée?» Et en fait, ça change tout parce que, l'enfant se sent écouté et se dit, «OK, je je sais qu'elle a envie de savoir ce qui s'est passé, je vais lui raconter sans me brider», et moi, c'est la question que si on me l'avait posée, de cette façon, j'aurais forcément parlé beaucoup plus tôt, j'aurais raconté exactement ce qui se passait sans avoir honte, et surtout, on a aussi on prête souvent aux enfants le fait de mentir, ou d'extrapoler, et c'est ça aussi qui est très difficile parce qu'on passe à côté de beaucoup de choses, on passe à côté d'énormément de problèmes chez les enfants. C'est que on a l'impression que tout est noir quand quand ils racontent quelque chose, qu'ils exagèrent parce qu'ils l'ont vécu différemment que les adultes, et en fait pas du tout, et c'est extrêmement important de prendre en compte, et de prendre toute la mesure de leur dire, et de ne pas seulement se dire: «Oh, c'est un enfant». En fait, toujours émettre un doute dessus, eh bien, c'est ce qui fait perdre la confiance à l'enfant, auprès de leurs parents. Enfin, en tout cas, auprès des adultes. Ça, c'est important aussi, exactement. Mmh mh. Faire perdurer cette relation de confiance en étant à l'écoute, mais en ne remettant pas en question la parole de l'enfant. Voilà. C'est ça, c'est Ne ça. pas remettre en question la parole de l'enfant et être en écoute, mais en écoute active. On en parle Oui, beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis vraiment dans la présent, ici et maintenant, dans l'échange que j'ai avec mon enfant. Je ne suis pas sur mon exactement, téléphone, je ne suis pas en train de préparer le repas, je suis présente pleinement pour pouvoir écouter ce que mon enfant a à me dire. exactement. Aneka, je te remercie de ce partage. Ce que je te propose, c'est de faire un break et on se retrouve pour la seconde partie de ton interview. À tout de suite. Cet épisode de podcast est terminé. Je vous invite, s'il vous a plu, à mettre 5 étoiles sur le canal de podcast sur lequel vous l'avez écouté et à vous abonner, évidemment, au podcast Balance ton héroïne en cliquant sur la cloche tout là-haut. Voilà, donc je suis Géraldine Jakowski et je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Balance ton héroïne.